Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce mercredi est sorti Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, avec des grandes stars comme Gilles Lelouch, comme Jonathan Cohen, Angèle, Big Flo et Oli, ou encore Zlatan Ibrahimovic. Alors, un grand film à 65 millions d'euros, un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. 4 ans de gestation pour sortir ce film, et pour en parler, nous sommes avec Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour. Donc vous êtes rédacteur en chef des pages culture de Valeurs Actuelles. Vous êtes l'auteur de Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Artege. Et d'un dictionnaire passionné du cinéma, pardon. Un dictionnaire, oui, aussi, bien sûr. Parce que là, on est là pour parler de cinéma. Exactement. Et donc, vous écrivez aussi beaucoup de critiques donc cinéma dans Valeurs Actuelles. Donc, déjà, je voulais vous poser cette première question. Quel est votre lien avec Astérix et Obélix, évidemment, qui a commencé par la BD, je suppose. Bien sûr, et mon lien, il est celui d'à peu près tous les gens de ma génération. C'est-à-dire que je suis tombé dans Astérix quand j'étais petit, et j'ai vraiment lu et relu tous les albums. Je dois confesser que j'ai découvert la vraie lecture de vrais livres assez tardivement dans ma vie, et du coup, la BD, pour moi, c'était vraiment le premier apprentissage d'une lecture vraiment assidue. Et en plus, Astérix présentait cet avantage que c'était de la BD intelligente et un peu instructive. Il y avait des blagues autour de l'histoire romaine, il y avait des locutions latines. Voilà, on sortait de là beaucoup moins idiot. Et puis j'avoue que j'ai décroché très rapidement après la disparition de Goscinny, parce que j'ai même regretté qu'Uderzo continue tout seul, parce que les scénarios n'étaient plus du tout à la hauteur de l'esprit incroyablement inventif de Goscinny. Et donc du coup, je m'en suis petit à petit désintéressé, puis désintéressé tout court, quand Uderzo lui-même a passé la main à d'autres... Oui, après c'est devenu une machine tous les ans. Un peu une machine à cash, oui. Comme d'ailleurs les adaptations au cinéma, mais ça on va en reparler. Oui, on va en reparler, parce qu'il y a un esprit dans la bande dessinée, il y a un esprit Astérix Obélix, il y a un esprit gaulois, une finesse. Vous parliez donc des références évidemment à l'histoire romaine, mais il y a aussi des anachronismes, il y a des jeux de mots qui sont très présents dans la BD. Oui, et qui ont été rarement retrouvés au cinéma. Celui qui s'en est le plus approché, c'était Alain Chabat, pour qui je n'ai pas une énorme admiration, mais il faut reconnaître que son Mission Cléopâtre est la plus réussie des adaptations en images réelles d'Astérix et Obélix, avec des dialogues qui effectivement retrouvent un peu de cet esprit malicieux, de cet humour bon enfant, de Goscinny, tout en le modernisant un petit peu, voilà. Et donc ça, c'était assez réussi, mais les trois autres opus qui avaient été tournés jusqu'à présent étaient moins réussis, moins intéressants. Oui, moins dans l'esprit, parce que c'est compliqué d'adapter au cinéma une bande dessinée comme Astérix Obélix, qui est un monument de la BD, qui fait partie de notre histoire, on pourrait même dire de nos racines. C'est compliqué d'adapter déjà au cinéma une BD, et une BD comme Astérix et Obélix. C'est toujours compliqué d'adapter une BD. La plupart s'en étaient sortis en choisissant d'adapter un album préexistant, ce qui déjà fournissait une base scénaristique, et puis un certain nombre de calembours dans lequel il n'y avait qu'à piocher. Le gros atout des 4 premiers volets, c'était quand même Gérard Depardieu, qui fait Obélix. Qui faisait corps, on peut dire, avec le personnage d'Obélix, qui arrivait à la fois à incarner son côté menhir ambulant et cette espèce de naïveté, certains diraient imbécilité, désarmante, mais à la fois qu'il savait rendre extrêmement poétique. Et donc ça, c'était vraiment la grande réussite. Et évidemment, c'était l'un des défis de cette nouvelle adaptation, c'était de trouver un acteur qui soit susceptible de succéder à Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, et malheureusement ça n'est pas vraiment le pari n'est pas une réussite. N'est pas tenu. Il n'y a pas beaucoup de paris tenus. On va tout de suite, sans spoiler quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Sans divulgacher, pardon. Sans divulgacher quoi que ce soit. Donc vous parliez d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui est sorti il y a 20 ans, qui a été aussi un film très cher, qui a rapporté, qui a eu plus de 15 millions d'entrées, je crois, en France, et qui a été aussi un succès en Europe.
pourquoi ce film-là a marché, tandis que, on va dire, Astérix et Obélix, les Jeux Olympiques, qui est sorti il y a 12 ans, et Astérix, Obélix au service de la Majesté, qui lui est complètement tombé dans l'oubli, n'ont pas marché. Lui, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, vous en parlez, a marché. Pourquoi ce film a marché, est resté dans les mémoires, est devenu culte, ça veut dire que tout le monde connaît les phrases. Voilà, parce que les sketchs. effectivement, déjà, je pense qu'ils ont su ne pas confondre gros budget et production bling-bling. C'était notamment le cas de Astérix aux Jeux Olympiques, où effectivement, on sentait que l'argent avait servi à une espèce de démonstration de puissance un peu de mauvais goût et pas très intéressante, pas au service d'un scénario. Je pense que dans Mission Cléopâtre, le budget a été utilisé à bon escient, et puis effectivement, tout en respectant ce côté un peu bon enfant de la BD originelle, le côté absence de prétention, le côté à la fois astucieux mais ne se prenant pas au sérieux, avec une qualité d'écriture qu'on n'a pas forcément retrouvée dans les épisodes suivants. Il y a une scène, notamment, vous parliez de scène culte, alors je crois qu'elle a été plus ou moins improvisée par Edouard Baird, mais elle a quand même une qualité d'écriture qui reste impressionnante, et beaucoup de gens la connaissent par cœur. C'est la fameuse scène du scribe, où Panoramix demande à Edouard Baird, qui joue un scribe, si c'est une bonne position d'être scribe, et il répond, écoutez, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a de bonnes ni de mauvaises positions, situation. Voilà. Et donc il y avait un certain nombre de scènes comme ça qui sont restées dans les mémoires, effectivement. Qui ont marqué. Et il y a aussi donc des adaptations animées, je ne sais pas si vous les connaissez, si elles ont réussi, en tout cas le Astérix et Obélix aussi en Égypte, Mission Cléopâtre animé aussi a très bien marché, et ça aussi c'est resté dans l'univers. En tout cas, moi je les ai vus quand j'étais petit, je ne sais pas si vous les avez vus aussi, mais ça aussi ça a plutôt bien marché quand même. Alors, ça a plutôt bien marché. Le problème, c'est que pour des raisons que je ne m'explique pas, ces dessins animés souvent, une fois qu'ils sont sortis en salle, sombrent dans les oubliettes, et donc ne connaissent pas une deuxième vie très très visible. Moi, je n'ai jamais vu la version qui avait été parrainée par Goscinny et Uderzo eux-mêmes des aventures d'Astérix et Obélix chez Cléopâtre. Je me souviens d'avoir vu, il y a peut-être une petite vingtaine d'années, une adaptation d'Astérix chez les Vikings, qui était, dans mon souvenir, plutôt réussi. La clé, alors encore plus dans le dessin animé que dans le film en images réelles, la clé, c'est la fidélité au trait, la fidélité à l'esprit, la fidélité aussi, trouver des voix de doubleurs. Alors ça, Roger Carrel était un célèbre doubleur, mais qui notamment a doublé, je crois, Astérix dans tous ses dessins animés, et qui était absolument parfait pour ce genre d'exercice. On avait vraiment l'impression d'entendre la voix qu'on avait imaginée dans sa tête en lisant les albums. Et celui qui doublait Obélix aussi était très bon, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vrai que donc des adaptations animées et donc de films qui sont assez donc très très fidèles à la BD. On va écouter la bande-annonce du dernier, donc Astérix et l'Empire du Milieu, et on va voir et puis après on commente juste après. On a votre critique, Laurent Dandrieux. Je vous présente Jules César. Ça sent la victoire. Un parfum en particulier? Ça sent le laurier. Coucou Jules. On est plus sûr du sapin là. Elle aussi c'est une princesse. Non, c'est son garde du corps. Il s'appelle Tatane. C'est une belle femme. Moi je pense qu'on est ce qu'on mange. Et ben moi je pense pas, je mange. Voilà. C'est un petit peu ça le problème, voilà. Faut pas pousser les gens comme ça fait mal. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? C'est même pas toi qui y sera allé, hein. C'est Astérix et Obélix comme d'habitude. Mais l'idée fixe, il voyage plus que toi. Attends, ça il est fixe. C'est quoi le problème? Moi je le reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Basta cause. Yallah, allez, on y va. Chargez! Oh! Ouais? Bien sûr. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Un souci? T'es encore sous l'effet de la potion? Je sais pas, essaye pour voir.
Voilà, vous écoutiez la bande-annonce d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, voilà, qui est sortie mercredi. Voilà. Est-ce que la bande-annonce est fidèle à l'esprit du film ? À l'absence d'esprit du film, effectivement. Je pense qu'on comprend tout de suite ce à quoi on a affaire, que si on se dit que c'est les meilleurs moments. Oui, c'est ça. Non, ce qui est très bizarre, c'est d'avoir confié ça à Guillaume Canet, qui n'est pas connu ni pour être un auteur comique extraordinaire, ni un comédien lui-même comique fabuleux, et qui a un gros défaut qui est d'avoir tendance à faire des films entre potes. Je conçois qu'effectivement, quand on doit passer plusieurs semaines sur un plateau de cinéma, et surtout sur un gros budget comme ça qui vous fait peser une pression très forte sur les épaules, je conçois qu'on puisse préférer travailler avec des amis qu'avec des gens qu'on déteste, mais l'inconvénient c'est que il manque une distance critique, quoi, et on est un peu entre soi et on se regarde faire et on rigole à ses propres blagues, et il n'y a pas forcément un regard extérieur pour vous dire que ça va pas. Et là, en fait, c'est Marion Cotillard qui joue Cléopâtre, qui est sa femme, Gilles Lelouch qui est son grand pote qui joue Obélix. Et alors, ça n'est pas faire insulte à Gilles Lelouch de constater qu'il n'est pas un Obélix crédible. Un comédien de l'envergure, dans tous les sens du terme, de Gérard Depardieu. Et là, il fait un peu comme d'ailleurs Jérôme Commandeur comment ça s'appelle, raccourci X, voilà, pardon. Ils font un peu déguiser, on a l'impression qu'on leur a collé hâtivement des coussins sous les brais pour qu'ils aient l'air gros, mais qu'en fait ils sont pas gros du tout. Enfin, tout le monde a l'air déguisé, c'est un peu pathétique. En fait, tout ça dégage une impression très forte d'amateurisme, ce qui est un peu inquiétant pour une super production à 65 millions d'euros qui est censée, nous dit-on, assurer le sauvetage du cinéma français, si on a bien compris, donc redonner aux gens d'aller dans les salles pour voir des films français. J'ai beaucoup de mal à comprendre, je suis toujours choqué par l'amateurisme du cinéma en règle générale, qui est malheureusement un défaut qui devient de plus en plus fréquent, mais alors dans des super productions comme ça, que les financiers ne s'assurent pas que quelqu'un de compétent ait relu le scénario. Enfin, voilà, c'est chez Pathé qui produit le film. Je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui sont payés très cher pour lire des scénarios, qui normalement devraient être capables de distinguer un bon d'un mauvais scénario. Alors, peut-être qu'Edouard Baird nous dit je ne crois pas qu'il y ait de bons ni de mauvais scénarios, mais quand même, là, il y a quand même un manque d'originalité et dans l'intrigue. Il y a des dialogues qui sont extrêmement faiblards. Il y a des scènes qui sont à la fois attendues, mais traitées de manière très convenue, comme la fameuse traditionnelle rencontre avec les pirates. Là, franchement, c'est un naufrage, cette scène. C'est vraiment... c'est ce qu'un enfant de 6 ans, peu imaginatif, aurait pu imaginer tirer d'une rencontre d'Astérix et Obélix avec les pirates. On a imaginé de mettre en image, je ne sais pas pourquoi, la fameuse scène dont il est question dans tous les albums, mais qu'on n'a jamais montré, où Obélix tombe dans la marmite de potions magiques quand il était petit. Sauf qu'en fait, la montrer n'ajoute rien à la chose. Enfin, c'est vraiment d'une platitude effrayante. Y a le cas quand même Marion Cotillard, qui, je pense que ça va pas lui rendre service, parce que la pauvre, on s'est moqué, alors assez injustement d'ailleurs, pendant des années, de sa performance dans un Batman, de Dark Knight Rises, où elle était censée mourir à l'écran et elle s'y prenait de manière un peu schématique, elle mourait de manière un peu schématique. Bon, après, il y a des acteurs qui ont fait pire que ça dans l'histoire du cinéma, mais c'était devenu une espèce de blague rituelle de moquer la façon dont Marion Cotillard mourait dans Batman, et là je pense que ça va être surpassé par ces scènes de ménage avec Jules César, puisqu'elle joue Cléopâtre, parce que franchement elle a des crises de rire hystérique qui sont absolument grotesques, quoi. Je dois dire que Vincent Cassel en Jules César, c'est l'une des rares bonnes idées de la distribution. C'est vrai qu'il a l'allure, il est à la fois dans cette allure un peu impériale, avec en même temps une capacité d'insuffler à cette image beaucoup d'autodérision. L'autre très bonne idée, c'est d'avoir distribué le rôle du barde à Philippe Catherine, qui est un chanteur épouvantable, et qui donc n'a pas du tout à forcer son talent pour faire figurer un barde épouvantable. On est complètement dans la logique du personnage. Donc ça, c'est bien.
Donc la distribution est pas terrible. Et puis le fil rouge, c'est ils doivent ils doivent sauver une princesse en Chine, c'est ça ? Voilà, alors on vient les chercher par un détour assez compliqué pour aller libérer, sauver une princesse chinoise qui est en danger. Princesse chinoise qui est jouée par une actrice, alors pour le coup, franchement, en dessous de la ligne de flottaison. Oui, et donc c'est une intrigue qui est vraiment peu bateau, et peu imaginative. Qui ne vient pas d'un album. Et qui ne vient pas d'un album. Et je dois dire qu'effectivement, à part le fait qu'il faut aller en Chine pour coller quelques beignes à quelques Chinois, et par ailleurs aux soldats de Jules César qui ont décidé d'en profiter pour aller envahir la Chine. Tout ça n'est pas très amusant. Ça donne lieu à des scènes d'action qui se veulent grandioses, alors soit en mode kung-fu, genre le secret des poignards volants ou autre chose du même genre, mais qui font quand même pas le figure par rapport au modèle que l'on imite, soit grande bataille finale entre les Chinois et les troupes de Jules César, mais là aussi, c'est pas Hollywood. Donc tout ça n'est pas très 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 impressionnant. Non, c'est vraiment un film où on s'ennuie, quoi. Oui, c'est ça, on s'ennuie. Donc la partie aventure n'est pas remplie. Si je puis me permettre de citer mon propre papier, bien sûr. Je termine en parodiant César Jules. On est venu, on a vu et on a été vaincu par l'ennui. Oui, c'est ça. Donc c'est soi-disant un film d'aventure où on s'ennuie, soi-disant une comédie où on ne rigole pas. Donc là, on l'a vu dans la bande-annonce. Bon, enfin, après, chacun fera son opinion, mais c'est vrai que les blagues tombent à plat. Et puis il y a aussi cette inspiration comique donc, de Jonathan Cohen, qui est un comique qui est très en vogue en ce moment, mais qui ne correspond pas à l'esprit d'Astérix. En tout cas, qui a un esprit très absurde. Et aujourd'hui, on essaye de caler ça sur Astérix, alors que ça ne fonctionne pas. Alors moi, j'avoue que l'humour de Jonathan Cohen, il me fait rire nulle part, ni dans Astérix ni ailleurs, parce qu'en fait, il a un registre à peu près unique qui consiste à jouer le mec agaçant, qui est agaçant sur le même mode pendant toute la durée du film. Et donc, déjà à la base, moi, c'est pas un genre de comique dont je raffole. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Ramzy Bedia a un personnage qui est un peu similaire, donc qui est détenu avec la fameuse impératrice de Chine qui est retenue prisonnière par les méchants, et donc qui passe son temps à lui tenir des propos casse-pieds. Elle a vraiment d'autant plus envie de s'évader qu'elle est enfermée avec Ramzy Bedia. Et en fait, et lui et Jonathan Cohen confirment l'extrême difficulté qu'il y a à jouer un personnage horripilant sans être avant tout horripilant pour le spectateur. Voilà. Oui, donc c'est compliqué. Et dans les 10 films qui ont cartonné au box-office l'année dernière, en 2022, il n'y avait pas de film français. Ouais. Alors ça, comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire que, ce film, il fera plusieurs millions forcément parce qu'il y a la marque Astérix, mais aujourd'hui, les films français, en tout cas l'année dernière, et puis c'est une tendance qui continue, ont du mal à percer en France, à trouver leur public. Je pense qu'effectivement, maintenant, le cinéma français a un peu tendance à miser tous ses succès sur la comédie. Et malheureusement, celles qui sont sorties depuis quelque temps sont assez médiocres, disons-le. En fait, maintenant, le succès du cinéma français, c'est le nouveau Christian Clavier et la nouvel épisode des Tuches, quoi. On en est réduit à compter là-dessus. Et là, donc en 2023, on aborde un registre un peu différent, avec des films à gros budget plus spectaculaires, dont cet Astérix est le premier exemple. Et puis, je pense que les exploitants comptent aussi beaucoup sur la sortie d'une nouvelle version des Trois Mousquetaires, qui doit sortir, je ne sais plus si c'est en mars ou en avril. Oui, il y a deux parties. En 2 volets, voilà. Donc la première partie, je crois, c'est en mars, et la seconde un peu plus tard, peut-être 6 avant mois l'été. après, oui. Et alors là, ça, je ne peux rien vous en dire parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais en tout cas, la bande-annonce prévoit un grand film avec un grand budget, mais
qui peut rivaliser avec le cinéma américain, en tout cas de ce que j'ai vu, Oui. et puis avec des acteurs vraiment de qualité. Mais après, c'est un projet périlleux, hein, souhaitons qu'il soit réussi, mais les Trois Mousquetaires, c'est une icône là aussi, hein, donc avec les icônes, on court vite le risque d'être à côté de la plaque. Alors, mais pourtant, il n'y a pas eu de vraie version vraiment réussie française. Alors si, il y a une d'André Hunebelle, je crois à la fin des années 50. André Hunebelle a fait beaucoup de films de KPDP avec Jean Marais, et là c'était Georges Marchal qui jouait d'Artagnan, ce qui était plutôt mieux que Jean Marais. C'est une version assez réussie. Mais pour moi, la version de référence, c'est la version hollywoodienne avec Gene Kelly qui joue d'Artagnan. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans l'authenticité française, mais c'est un film de KPDP qui a extraordinairement de ballon et d'allure et une grande élégance de mise en scène. Bon, les Trois Mousquetaires, on verra ce que ça donne alors bientôt. Merci beaucoup Laurent Dandrieux. Donc on rappelle, vous êtes le rédacteur en chef des pages culture de Valeurs Actuelles, l'écrivain de Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Artege. Vous n'avez pas particulièrement apprécié Astérix et Obélix, vous avez un grand sens de la ligne et l'Empire du Milieu. Voilà, bon, si vous voulez toujours voir des bons films Astérix, il y a toujours Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et puis au cinéma, il y a toujours Vaincre ou Mourir, hein, on le rappelle. On en parle tout à l'heure avec Nicolas Devilliers. Merci beaucoup Laurent Dandrieux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.